Les paysages de la région sont vastes et regorgent de ressources. Et la population en profite pleinement, été comme hiver. Les activités comme la chasse, la pêche, le vélo et la randonnée pédestre font partie du mode de vie des Témiscabitibiens, pour qui l'accès au territoire est synonyme de qualité de vie. Comme c'est le cas pour la majorité des grandes industries, les activités minières engendrent une modification de ce territoire. Par le passé, le travail était surtout orienté sur la production et prenait donc peu en compte les réalités environnementales. Les mentalités ont bien changé depuis. Aujourd'hui, il est impossible de penser un projet minier sans prendre en compte la préservation du territoire, et ce, dès la conception du projet, jusque bien au-delà de l'arrêt des activités de la mine. Et cette préoccupation donne lieu à un bon nombre d'initiatives des plus intéressantes ici, chez nous. You know, when we shut a mine down, today we have to do the restoration of that mine. You know, it cost as much to shut the Selby mine down as it did to build it in the first place. The public expects us to do it, and they elect governments that pass laws and regulations that we have to respect, and so that becomes part of this task. And to the point, I think you're aware now that the companies, as they're mining a deposit, they are building the finances in a fund to properly shut down the mine. Aujourd'hui, les projets sont pensés pour être fermés. Donc, on n'a pas ouvert encore le projet, que l'approche qu'on a de développement d'un projet, on va penser, oui, mais comment on va restaurer le site? Comment on va minimiser les impacts? Donc, on va regarder les enjeux au niveau du territoire. Est-ce qu'il y a des éléments majeurs? Est-ce qu'il y a des milieux humides à protéger? Est-ce qu'il y a des espèces à protéger? On va essayer de réduire le plus possible l'empreinte d'un projet. Un coup qu'on a fait ça, on va dire maintenant comment on fait pour le restaurer. L'Institut de recherche mines et environnement, ça a été créé avec dans la perspective de faire une suite à ce qui était la chaire de recherche CRSNG Polytechnique UQAT. Et dans cette perspective-là, de faire cette suite-là, la volonté était de s'assurer que les questions environnementales étaient prises en compte tout au long du développement développement minier. Donc, avec un objectif plus particulièrement de travailler sur les questions de gestion des résidus et de restauration des sites. Donc, ce qui nous amène sans doute à la question sur la réduction de l'empreinte. Donc, la réduction de l'empreinte, on vise en fait, les entreprises et les populations cherchent à faire en sorte que les projets miniers aient le moins justement d'empreintes sur le territoire, faire en sorte que on ne dégrade pas de grandes surfaces ou le moins de grandes surfaces possible. Et pour ce faire, une des directions qui est prise à l'intérieur de l'Institut de recherche mines et environnement, c'est la volonté de valoriser les matériaux, les résidus et de revoir ce qui peut être fait avec, en faisant certains types de traitements et pour composer des matériaux qui pourraient, par exemple, servir à faire la restauration des sites ou à assurer la gestion continue. C'est plus comme c'était au niveau des mines. On s'aide beaucoup à travers les mines. On a une association minière, qui est l'AMQ, l'Association minière du Québec. Il y a un Canada Mining Association aussi. Donc, les gens, il y a des tables de concertation, il y a des gens dans les groupes, dans différents groupes de différents départements qui s'assoient sur une base régulière ensemble pour trouver des solutions, être en mode solution pour justement améliorer les processus, la sécurité au niveau des mines, les empreintes au niveau environnemental. On a aussi mis ça, on a les universités, on a des associations avec l'UQAT, qui nous aide énormément dans les plans de restauration, dans l'environnement au quotidien aussi. Donc, c'est vraiment différent. C'est une synergie formidable qui se passe. On est capable de se parler. Moi, je ne suis pas gêné d'appeler d'autres dirigeants d'autres mines. Hein. Comment t'as vu ça, toi? Moi, nous autres, on a essayé telle chose, tels éléments, peut te faire sauver des coûts, puis ainsi de suite. Puis... Fait que c'est de quoi qui tend même à évoluer.
Dans les dernières années, les gouvernements en place ont implanté plusieurs normes pour encadrer les activités minières et s'assurer qu'elles se déroulent de manière responsable. En constante évolution, cette réglementation vient guider les pratiques des entreprises sur le terrain et les engagements qu'elles prennent par rapport à leurs legs sociaux et environnementaux. Depuis un certain temps, là, la réglementation s'est vraiment resserrée au niveau des aspects environnementaux et même les aspects sociaux, les impacts sociaux de l'industrie minière commencent à être de plus en plus soulevés. Puis aussi, les entreprises, je pense qu'ils se préoccupent beaucoup plus des impacts sociaux et environnementaux là, que, mettons, il y a 20 ans. Là. Si on est pour développer un projet puis œuvrer dans une communauté, ben il faut que les gens soient avec nous autres. Sinon, ça fonctionnera pas. Donc, parce qu'on est un projet, oui, on va générer de l'emploi, on va générer des retombées économiques, mais on a aussi de l'impact sur l'environnement, puis aussi, il peut y avoir des inconvénients. Donc, c'est sûr que on n'a pas le choix. On doit le faire, je dirais, en harmonie avec le milieu. Puis aussi, un des enjeux qu'on a aujourd'hui, c'est la cohabitation avec les autres usages. On n'a pas le choix, il faut parler avec les gens pour essayer que le projet s'inscrive le mieux possible dans le milieu d'accueil et dans les usages existants. Pour avoir été invité à la table de concertation sur les responsabilités sociales dans l'industrie extractive au sommet de la francophonie à Dakar, on voit bien que c'est une tendance mondiale. Et beaucoup de Canadiens et surtout d'Abitibiens, même Québécois, étaient invités à cette table-là pour discuter, pour voir qu'est-ce qui se fait ici. C'est vraiment quelque chose, justement, qu'on voit les gens d'Abitibi exporter ce savoir-là parce qu'on connaît, on est habitué de faire ça et on a des belles expériences et de réussite ici en Abitibi. La transparence est extrêmement importante avec les communautés, avec les parties prenantes aux alentours d'un projet. Fait que quand on a des discussions avec les communautés, avec peu importe les communautés, là, ça peut être les Premières Nations, ça peut être les villages environnants, ça peut être des gens de l'environnement comme tel au niveau des ministères, ainsi de suite. Je pense que l'aspect de transparence de dire, bon, ben le projet va ressembler à ça. Maintenant, par rapport à tous les standards, toutes les normes environnementales, les normes sociales, de toutes, on met tout ça à terre pour regarder comment est-ce que le projet va fitter dans tout ça. Comme par exemple, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des projets qui n'ont pas le choix de passer au bureau d'audience publique. Probablement, éventuellement, tous les projets vont finir par passer au bureau d'audience publique. Par contre, si on regarde aujourd'hui les discussions qui se passent avec les communautés puis l'environnement, bien, il y a des standards qui ont été élevés. Puis de plus en plus, les standards vont être élevés. Puis on essaie de diminuer le plus possible l'empreinte environnementale sur un site. Comme par exemple, mettons, je prends le site de Doyon, Westwood. Il y a un open pit qui a été opéré pendant plusieurs années ici sur le site. Actuellement, pour diminuer l'empreinte sur le site, en fait, de faire les choses correctement, on est en train de le remplir. Fait que tantôt, on ne verra plus d'open pit. On prend, en fait, là, du résidu qui s'en va là. Tout est bien suivi. C'est sécuritaire, en fait. Fait qu'on est bien fiers de ça. C'est des éléments qui, oui, il y a un aspect environnemental extrêmement intéressant. Il y a la gestion des coûts, tout au bout de la ligne. Aujourd'hui, la fermeture d'une mine doit être planifiée dès l'étape de la conception du projet pour que celui-ci reçoive les autorisations nécessaires au démarrage. Les phases de restauration et de post-restauration sont complexes et diffèrent d'une mine à l'autre, mais elles ont toutes le même objectif, laisser le moins de traces possible sur le territoire. Faut que tu démantèles tes bâtiments, OK? Donc, souvent, tu vas revendre des équipements, que ça soit des scoops pour prendre le minerai sous terre, que ça soit des fois des treuils, des chevalements ou d'autres équipements qui peuvent être réutilisés. Puis une fois qu'on démantèle, ben on peut revendre soit le fer, certains composés, recycler le bois. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a la caractérisation des sols où on a eu des activités industrielles. Puis si les sols sont contaminés, ben là, on en dispose, on envoie ça dans des centres de traitement. Ça, c'est une chose. Il y a aussi la revégétation du site.
Et il y a aussi, pour les piles de roches stériles qui sont accumulées, ben là, on a de la caractérisation. Et s'il y a une problématique particulière, ben, on doit adapter notre mesure de restauration en fonction de la problématique ou de la caractérisation des stériles. Puis c'est la même chose pour les parcs à résidus. Puis, évidemment, une fois que les travaux sont complétés, faut pas oublier ça, c'est qu'il y a toujours un suivi environnemental qui est fait pour montrer que les technologies de restauration qu'on a mis en place atteignent la performance souhaitée et on doit faire un suivi post-restauration pendant plusieurs années, pendant 10, 15, 20 ans, selon le temps que ça prendra. Manitou, c'est un site qui a été abandonné. C'est une vieille opération minière là, qui a opéré dans les années là, entre 40 et 70 et c'était le site le plus contaminé au Québec. Donc, 200 hectares de contaminés avec des résidus qui généraient beaucoup d'acide. Et pour ceux qui viennent du secteur de Val-d'Or, là, la rivière Bourlamaque qui était très, très contaminée. Il y a même des poissons qui sont morts. Donc c'est ça. Fait que le ministère des Ressources naturelles a hérité de ce site-là quand que la mine, elle a fermé. Donc, la mine, elle a fait faillite, donc le ministère a hérité de ça. Et quand que Goldex a démarré, nous, on cherchait un endroit pour faire un parc à résidus. Et on s'est dit, pourquoi pas le site Manitou? On a eu des discussions avec le ministère des Ressources naturelles, etc. Puis, finalement, il y a un partenariat qui est né de ça pour utiliser les résidus Goldex, parce qu'on est chanceux, on a des bons résidus ici, pour aller faire la restauration de ces sites-là. Parce que normalement, on aurait pu dire, on va aller prendre un banc d'emprunt, exemple, aller chercher une place où il y a beaucoup de sable, on va creuser, on excave tout ça, puis on va restaurer le site Manitou, mais ça en aurait pris beaucoup, beaucoup. Et ça fait aussi un empreinte sur l'environnement, tandis que là, on prend une roche qui est toute broyée, donc au lieu de la mettre dans un nouvel endroit, on la met sur un site qui est déjà contaminé, qui est un peu l'héritage de l'industrie minière aussi, là. Nous, ici, à Goldex, on a des résidus qui sont produits de l'usine de traitement. Donc, notre roche est broyée, etc. Et elle génère pas d'acide. On n'utilise pas de produits comme le cyanure ici, qui fait qu'un résidu pourrait être plus nocif pour l'environnement. Donc, dans le fond, notre résidu, il est comparable à un sable de plage, dans le fond. Fait que nous, on envoie ça via un pipeline sur 23 km qui se rend jusqu'au site Manitou et de là, on fait des dépositions puis on recouvre le site Manitou. Puis c'est sûr que le principe de restauration, c'est pas juste de dire on met des résidus par-dessus puis on cache les résidus rouges parce que le vieux résidu, il est très, très rouge. Et nous, il est gris. Donc, c'est pas juste de dire on va cacher les anciens résidus. C'est vraiment un principe de restauration qui s'appelle recouvrement monocouche et rehaussement de la nappe phréatique. On parle aujourd'hui en 2016. Nous, on fait toujours l'évolution de la restauration du site. Puis à ce jour, on a 50% du site qui est restauré. On a beaucoup de signes d'amélioration. Les oiseaux qui sont de retour. On a de la végétation. On a le pH aussi qui a augmenté parce que, veux pas, c'était un milieu qui était très, très acide. Donc, on voit aussi des signes d'amélioration côté pH, côté métaux. Donc, la qualité de l'eau est meilleure. Bon, l'exploration, il y a souvent des gens qui disent, il y a très peu d'impact, tout ça, mais c'est quand même quand on est rendu en phase où on fait des forages, exploration, un forage, une foreuse, il y a des bulldozers, il y a toutes sortes de choses. Souvent, quand on est dans la forêt, il faut couper une partie des arbres pour se faire un endroit pour faire accéder la foreuse, faire des chemins. Donc, on a quand même un impact sur le territoire. Donc, il y a une façon de minimiser cet impact-là. On peut, finalement, lorsqu'on a fini les forages, remettre en état les sites de forage. Je pense que c'est rendu une pratique qui est de plus en plus courante dans l'industrie. Dans le cas de Royal Nickel, au niveau du projet du Monde, nous, ce qu'on a toujours fait dans les 5 années ou 5-6 années où on a eu des forages, c'est qu'après chaque forage, on avait une remise en état du site complète. On remettait de la terre végétale sur le site, on reboisait dans des secteurs qui étaient boisés, il y avait une revégétation qui se faisait des sites. Donc, il y a des sites aujourd'hui de forage qui ont été faits il y a 5 ans. On aurait de la misère à trouver le site de forage. Souvent, les gens nous demandent, mais pourquoi vous faites ça si vous savez que vous voulez tendre vers une opération minière? Donc, normalement, ces sites-là, l'impact, on le verra pas parce qu'il va y avoir une mine là. On ne sait jamais si la mine va aller de l'avant ou non. Donc, nous, on veut s'assurer de faire en sorte qu'on va réduire le plus possible les impacts de notre activité, les impacts sur les autres usages du territoire au moment où on est là. Comment peut-on concrètement diminuer l'impact environnemental d'une industrie d'une aussi grande envergure?
Malheureusement, il n'existe pas de solution miracle. Toutes les options doivent être envisagées afin de répondre aux réalités très différentes de chacun des sites, ce qui demande beaucoup de travail, de recherche et d'investissement. Quand on parle, mettons, du site Manitou, c'est sûr que c'est un projet qui était innovateur, parce que maintenant, il y a d'autres gens qui embarquent là-dedans, là. Mais quand on vient en 2005-2006, on était les premiers à faire ça, d'utiliser vraiment un vieux site minier, puis d'utiliser une nouvelle mine pour le restaurer. Ça, on était vraiment les premiers. Donc ça, oui, c'est innovateur, puis oui, ça permet de réduire l'empreinte. Puis c'est pas dit, là, je suis pas connaissante de toutes les nouvelles innovations, mais il y a sûrement de nouvelles choses aussi, des fois, qui peuvent aussi réduire l'empreinte à la surface. Ici, aussi, à Goldex, exemple, nos ventilateurs, ils sont sous terre. Mais il n'y en avait pas beaucoup non plus qui faisaient ça, installer les ventilateurs sous terre. Oui, ça l'empêche de produire du bruit à la surface, mais aussi, tu as une installation de moins aussi à la surface. Fait que des petites choses comme ça, des fois, que tu peux faire, puis que, effectivement, tu as moins d'empreinte. Puis l'innovation, elle peut aider aussi à ça. À la mine Westwood, eux, plutôt que de faire un nouveau parc à résidus, ils déposent leurs résidus dans la fosse Doyon. Comme ça leur évite de créer un nouvel espace impacté. Pour minimiser l'empreinte à la mine canadienne Malartic, au début du projet, quand on était à l'étape de planification du projet, ce qu'on a évalué et ce qui est maintenant en cours, c'est qu'on a utilisé les anciens, pour les gens qui sont plus familiers avec l'Abitibi-Témiscamingue, il y avait les anciennes installations de la mine East Malartic, donc qui était un site orphelin, qui a tombé orphelin au courant des années 2000. Donc, il y a eu un partenariat avec le ministère des Ressources naturelles et OSISCO à l'époque pour venir utiliser, dans le fond, et restaurer les parcs orphelins. Ça, c'est un des exemples, dans le fond, qu'on a utilisé pour minimiser l'empreinte. Une autre chose qu'on utilise pour minimiser l'empreinte, on a au niveau des résidus, on utilise les technologies qu'on appelle des résidus EPSI. Donc, c'est des résidus qui sont à plus haut pourcentage solide que ce qu'on retrouve habituellement là, dans le domaine minier. Donc, ça a comme impact, justement, d'avoir moins de bassins et tout ça. Donc, au niveau de la gestion de l'eau, on minimise l'utilisation et le rejet d'eau en utilisant cette technologie-là. Et puis aussi, on minimise le risque environnemental en ayant moins d'eau. Donc, si on voit vraiment que la méthode de restauration qu'on pense utiliser dans le futur est vraiment complexe, bien à ce moment-là, on va revoir soit notre méthode de restauration, on peut revoir jusqu'à la façon de le miner, de séparer les matériaux. On peut faire même une usine de traitement des résidus pour enlever leur caractère toxique avant, pour ségréger. Donc, on va tous revoir ça au stade de la conception. Et souvent, ce qu'on se rend compte en développement des projets, c'est que on est capable de réaliser des gains environnementaux et des gains économiques, techniques. Donc, c'est pas des choses qui sont nécessairement diamétralement opposées. On est capable d'aller dans la même direction, on a des gains autant économiques qu'environnementaux. Aujourd'hui, le paysage minier de l'Abitibi-Témiscamingue regorge d'initiatives ingénieuses et créatives développées ici même et qui jouissent d'une reconnaissance enviable sur la scène internationale. Réalisés dans un contexte de recherche et de développement, ces grands projets environnementaux réunissent plusieurs spécialistes. Les entreprises minières, les institutions d'enseignement, les firmes de consultation locales et les organismes affiliés mettent ensemble leurs compétences dans un objectif d'amélioration continue des pratiques de l'industrie. La recherche et le développement, on ne peut pas s'en passer. Si on n'investit pas en recherche et développement, on s'en sortira pas parce qu'on a tout le temps des nouveaux défis, il y a tout le temps des nouvelles problématiques. Et en investissant en recherche et développement, bon, on a une meilleure compréhension des nouveaux phénomènes qui apparaissent ou des phénomènes complexes avec lesquels on est déjà aux prises. Ensuite, ça permet de repousser la limite des technologies actuelles, donc d'être plus performant, ou de développer des nouvelles technologies, ou de développer des nouvelles méthodes de gestion, ou encore d'élaborer, je dirais, des méthodes de prédiction des impacts
Donc, l'université ici en région a beaucoup travaillé là-dessus. Donc, ça nous aide beaucoup. Puis, c'est ce qui fait qu'on n'a pas le choix. Si on veut rester performant, on doit investir en recherche et développement. Puis, en bout de ligne, c'est tout le monde qui est gagnant. Donc, pour assurer une bonne gestion et une bonne restauration des sites, il s'agit de convenir dès le départ du matériel avec lequel on travaille. Et donc, ça, on appelle, dans le jargon, on va appeler ça la géométallurgie ou la géo-environnement. C'est d'essayer de savoir dès le départ quels sont les éléments chimiques avec lesquels on va se battre, ou encore des éléments chimiques qui peuvent nous aider, si on veut, à tamponner, si on veut, l'effet de matériaux qui pourraient être, ou d'éléments qui pourraient être problématiques. Et en fait, avoir une bonne vue, une bonne connaissance de l'ensemble du matériel ou des éléments chimiques présents pour s'en servir ou les contenir, et ça, envisager ce qui va se passer. Et aussi, quand on parle d'envisager, c'est de savoir que, par exemple, il peut y avoir des zones où on va avoir un élément qui va être problématique, mais qu'on ne trouve pas ailleurs. Si on le sait d'avance où ça va se situer, lorsqu'arrive l'exploitation, on mélangera pas cette zone-là avec tout le reste. On peut la distinguer et travailler travailler ce matériel-là de façon séparée. Ce qui va faire qu'à ce moment-là, en termes de gestion, on va réduire de beaucoup les problèmes. Et ça, c'est de plus en plus la façon dont on aborde, si on veut, les caractérisations. C'est ce qu'on préconise pour beaucoup, autant pour le gisement que pour la roche qui l'entoure. Avec les entreprises, on ne travaille pas juste dans la perspective de déposer un plan de restauration. On est là dans la perspective de trouver les meilleures approches pour gérer les résidus en cours d'opération et durant la phase de restauration des sites. Ça implique que plus ça va, de toute façon, et ça, les minières en sont de plus en plus conscientes, qu'ils vont devoir travailler en amont. Par rapport à la mise en application, on travaille avec par exemple, des firmes de génie qui, eux, vont faire ce qu'on appelle du design, de la conception finale, par exemple, de systèmes ou d'installation. Et nous, on va rester proche pour assurer le suivi avec eux sur la façon dont les concepts qui ont été établis devraient être appliqués et sont suivis. Souvent, on peut se retrouver dans des réunions, par exemple, de travail, des réunions de production, où on va retrouver le client, qui est l'opérateur minier, qui est le propriétaire, si on veut, du site. On va retrouver son consultant, qui a l'habitude de travailler avec lui, qui va faire l'ingénierie de détail, la conception, et l'ingénierie de détail, puis l'application de la conception. Et nous, on va arriver avec les concepts à appliquer et sur quel mode d'opération ça devrait être fait. Souvent, ce que les industriels recherchent, c'est de la recherche et des travaux de recherche et développement qui sont applicables directement sur les sites. Donc, c'est sûr qu'un promoteur minier, une compagnie minière qui a des projets actifs, ce qu'elle veut, c'est de la science appliquée. Pas de la science pure. Souvent, la science pure va aller avec la science appliquée. Donc, en région, on est chanceux, on a plusieurs groupes, plusieurs institutions qui nous permettent de générer cette science appliquée-là. Donc, on a, comme tu mentionnais tantôt, l'Institut de recherche à l'UQAT, l'IRME, avec l'URSTM, qui est un excellent support. On a MISA, Mine Innovation Solutions Applications, qui est un créneau à corps que l'Abitibi a développé, donc qui est un lieu où les industriels se rassemblent pour faire état de problématiques communes et chercher des solutions communes. On a aussi le CETRI à Rouyn-Noranda, le Centre technologique des résidus industriels, donc qui lui va travailler encore une fois sur la mise en valeur, la diminution des rejets industriels. Donc on va souvent parler de sciences appliquées. Et à ce moment-là, les industriels vont souvent se mettre ensemble pour travailler sur des problématiques communes. Un projet qu'on travaille actuellement avec l'UQAT, entre autres choses, et MISA, c'est au niveau de l'érosion éolienne. Donc, travailler sur des abats-poussières, comprendre c'est quoi les performances de différents abats-poussières, qu'est-ce qu'on pourrait développer, quels sont les meilleurs outils, quels sont les coûts associés à l'application de ces différents abats-poussières-là. Donc, il y a plusieurs compagnies qui se sont mis ensemble pour travailler sur cette problématique-là qui va éventuellement être appliquée sur les sites miniers. Bon, en fait, mes recherches, on travaille surtout sur la gestion des rejets miniers. Bon, les rejets miniers,
on a expliqué, ça peut occuper des grands espaces, des grands volumes, et c'est des matériaux qui, ne sont pas nécessairement inertes. Donc, certains peuvent avoir un potentiel de contamination. Et c'est la gestion des rejets et l'après-mine qui est une préoccupation des communautés. Les recherches qu'on fait ici, on tente de trouver des façons d'améliorer la gestion pour réduire les impacts environnementaux. On espère aussi qu'en réduisant les impacts environnementaux, puis en offrant, dans le fond, des nouvelles approches aux entreprises, ça peut aider aussi à réduire les impacts sociaux ou à répondre aux préoccupations des populations. Normalement, quand on va vers un industriel pour lui proposer des nouvelles approches, oui, normalement, l'accueil est bon. Faut quand même avoir fait nos devoirs, puis avoir un projet qui est quand même pertinent. Il faut démontrer que c'est pertinent pour l'industriel. Certains industriels vont considérer qu'on fait partie de leur système d'innovation, carrément. Et plus ça va, et même si ils investissent de bons montants de recherche, ils font aussi des investissements en termes de transfert via les services spécialisés, qui font en sorte que on est présent avec eux de façon presque continue dans certains cas. Il y en a même, on a la possibilité aussi avec certaines entreprises qui ont le personnel pour le faire, que ces derniers viennent travailler ici sur des problématiques qui les touchent avec les équipes en place. Je crois que c'est toujours payant d'avoir des initiatives. Ça peut être payant au niveau de nos coûts d'opération, mais ça peut être aussi au niveau de notre empreinte écologique, qui est une façon, on dort mieux aussi quand on voit qu'on fait des choses qui sont meilleures. On est un peu fiers de ça. Ça augmente aussi la motivation des employés, sachant que ce qu'on fait est mieux autant pour nous que pour l'environnement. Non, on voit qu'il y a quand même une tendance avec la nouvelle génération qui commence à prendre les commandes puis à diriger les entreprises. On voit qu'ils sont plus conscients de l'environnement et de l'impact qu'il va avoir aussi autant social. Donc, c'est vraiment une valeur que les gens d'aujourd'hui ont et sont fiers d'avoir. Moi, c'est sûr que pour moi, c'est une preuve de développement durable, la restauration du site Manitou, parce que on utilise des résidus miniers pour restaurer un vieux site minier. Fait que je trouve ça très honorable, là. Honnêtement, ça c'est Mélanie qui parle, là, mais je trouve ça très honorable de ce geste-là. Puis c'est ça. Pour moi, c'est un signe vraiment de développement durable. Bien de son temps, l'industrie minérale de l'Abitibi-Témiscamingue continue d'innover afin de trouver des solutions pour réduire son empreinte environnementale sur le territoire. L'apparition de nouveaux postes au sein des entreprises et l'émergence de services périphériques laisse entrevoir l'importance que la réalité environnementale est appelée à prendre dans les prochaines années, ce qui est source d'une grande fierté pour les gens qui y travaillent.